Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Bon, super. Bah, écoutez, merci de votre présence. On va attendre juste peut-être quelques minutes avant de commencer. Donc, ce webinaire de présentation de l'AAC Cité Lab. Et puis, bah, très bien pour le son, super. Puis je donnerai quelques éléments d'information avant qu'on commence pleinement. Je vais juste attendre quelques minutes, le temps que tout le monde peut-être se connecte. On va se donner environ 5 minutes, le temps de faire rentrer peut-être tout le monde, et puis on avancera dans ce webinaire que je vais co-animer avec Jean-Baptiste, et on se présentera d'ici quelques minutes. Bonjour à tous les nouveaux arrivants, et je disais que nous allons entendre encore 3 petites minutes avant de commencer et laisser venir les retardataires, et puis on commencera car le temps nous est contraint. Nous avons une petite heure pour, euh, pour ce webinaire. Oui, Jean-Baptiste, rebonjour. Bonjour Rachid. Bon, très très bien. Je disais à nos participants qu'on allait attendre encore 2 petites minutes avant de commencer, le temps de laisser un peu venir tout le monde. Et puis je donnerai quelques éléments d'information, et on avancera. Parfait. Très bien. Alors, je vois qu'on a une question, Rachid, sur le fait s'il y a un replay ou pas. Bien sûr, il y aura évidemment un replay qui vous sera envoyé, ainsi qu'une FAQ, mais j'y reviendrai hein, tout à l'heure, d'ici 2 minutes avant de commencer. Je vous donnerai quelques éléments d'information, et évidemment que tout ce qui sera partagé vous sera envoyé pour que vous puissiez les avoir, et revoir, relire tout cela à tête reposée. Et je vois qu'il y a beaucoup de chefs de projet Cité Lab déjà présents, super, excellent. Je crois qu'il y a même les Outre-mer.
J'ai eu un appel. Ah oui. Oui, pardon. Très bien. Bah, écoutez, allons-y. Donc encore une fois, merci à tous pour votre présence à ce webinaire donc de présentation de l'appel à candidature CitéLab. Je vais co-animer cette session qui va durer 1 heure avec Jean-Baptiste Fernandez, que je vais laisser se présenter à vous. Merci Rachid. Bonjour à toutes et à tous. Donc Jean-Baptiste Fernandez, je suis chef de projet développement économique au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, l'ANCT. C'est une agence au service des collectivités territoriales. Et donc j'ai le plaisir d'animer avec Rachid donc, cette session pour vous présenter l'appel à candidature CitéLab. Merci Jean-Baptiste. Et ben écoutez, pour ceux que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Rachid Toub et j'ai en charge la gestion du programme, enfin du dispositif CitéLab. Voilà. Alors écoutez, sans plus attendre, allons-y. Je vais vous partager la présentation et puis on va y aller. Et je vais vous donner quelques éléments d'information également pour bien commencer. Alors, est-ce que tout le monde voit la présentation? C'est bon pour vous? Oui, c'est bon Rachid. Ouais, super, excellent. Donc, alors peut-être un petit préambule avant de commencer ce webinaire. Vous avez, pour communiquer avec nous, il y a 2 moyens possibles, soit via la conversation. Donc là, pour des commentaires, vous pouvez y aller. Mais surtout, et c'est très important s'il vous plaît, pour toutes les questions, vraiment, hein, pour toutes les questions, merci de passer par la rubrique Q et R, la rubrique questions-réponses que vous voyez dans le menu tout là-haut. C'est vraiment très important. Pourquoi? Ça va nous permettre justement ensuite de consolider toutes vos questions. Alors certaines, peut-être que vous n'aurez pas de réponse là de suite, mais dans tous les cas, on reviendra vers vous. On va consolider l'ensemble de ces questions, y donner les bonnes réponses et on vous les enverra avec le replay. Voilà, donc merci, c'est très important de passer essentiellement par la rubrique questions-réponses pour vos questions. Et puis, écoute, Jean-Baptiste, pendant que je déroule la présentation, s'il y a des questions, on ne sait jamais, qui vont dans la conversation, hein, merci de me le dire. Et puis, ce qu'on fera aussi, c'est que dans une première partie, je vais dérouler donc la présentation et puis dans une seconde partie, donc là de 14h à 14h30 environ, et à partir de 14h30, on répondra à l'ensemble de vos questions. Voilà. Est-ce que tu as un élément à ajouter ou pas, Jean-Baptiste? C'est bon pour toi? Non, c'est bon, on y va. C'est bon? Bah super, on y va. OK. Donc je vais commencer par, voici le programme, donc en 4 petites parties, des éléments de contexte, une présentation du cahier des charges, le processus de sélection et puis le calendrier, et puis très rapidement la plateforme Dauphin. Très rapidement également, mais je pense que c'est important de replacer le contexte du programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Alors celui-ci il prend la suite du programme Entrepreneuriat pour tous. Et donc c'est le 27 octobre 2023 qu'a été lancé lors du comité interministériel à la ville à Chanteloup-les-Vignes de déployer ce nouveau programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Il est porté par BPI France, il est soutenu par le gouvernement
et la Banque des Territoires, avec une très belle ambition, car en effet, il y a un budget d'environ 456 millions d'euros sur 4 ans. Et c'est aussi une ambition de mettre en place une nouvelle gouvernance aussi autour de l'entrepreneuriat dans les quartiers, avec la création d'un collectif des entrepreneurs quartiers 2030 et des comités locaux qui vont se déployer dans les territoires volontaires. Euh, Avec ce programme, il s'agira d'agir sur 3 leviers principaux, donc détecter, informer et orienter, accompagner et financer, accélérer, développer et conquérir. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est plutôt la première brique, détecter, informer et orienter, dans lequel vous trouverez le dispositif CitéLab. Alors, le dispositif CitéLab, euh, aujourd'hui, on est à environ 117 chefs de projet sur tout le territoire. Et in fine, avec ce programme, c'est d'arriver vraiment à mailler le territoire jusqu'à 200 chefs de projet CitéLab. Euh, donc, grosso modo, d'ici 2027, l'objectif est d'accompagner environ 100 000 nouveaux entrepreneurs dans les QPV. Et vraiment, l'enjeu, c'est de faciliter et mieux accompagner l'entrepreneuriat pour renforcer à la fois l'emploi et l'activité dans ces territoires. Une des particularités, et c'est une précision qui est bonne à apporter dans cette brique détectée, informée et orientée, c'est la notion d'aller vers, particulièrement pour le dispositif CitéLab et les bus en particulier. En effet, cette question de l'aller vers, elle est cruciale, et avec cette idée d'aller dans les territoires, d'être très proactif, d'où le rôle du chef de projet CitéLab et des bus, de sillonner les territoires, d'aller vers les gens pour les mobiliser autour de l'entrepreneuriat. Concernant l'appel à candidature, il se fera via un site dédié, Entrepreneuriat Quartier 2030, via la rubrique Appel à candidature. Vous verrez, c'est assez bien balisé. Vous aurez, en cliquant là-dessus, accès au cahier des charges et à un ensemble de documents complémentaires qui vous permettront justement de candidater le plus facilement possible. Une précision importante, c'est que pour tout acte de candidature, justement pour les nouvelles structures qui ne portaient pas auparavant de dispositif CitéLab, il est vraiment important de prendre attache au préalable avec le responsable création et entrepreneuriat de BPI France de votre région, ainsi que du référent DRETS Entrepreneuriat Quartier 2030, dont vous trouverez les coordonnées dans le cahier des charges. Je vous propose de passer au cahier des charges CitéLab. Alors, euh, sur quel est le territoire d'intervention? On est sur une zone adressée d'au moins 5 000 habitants et maximum 25 000 résidents QPV et ZFU. Et là, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de cibler les habitants des QPV. Et donc, ce périmètre géographique d'intervention devra vraiment être justifié et détaillé donc, via une analyse de votre territoire dans le dossier de candidature. Euh, les CitéLab qui n'entreront pas dans ce périmètre, alors on pourra l'étudier au cas par cas, mais il va falloir vraiment apporter un argumentaire assez solide qui démontre à la fois le potentiel entrepreneurial et la démarche si on n'est pas dans les clous des 5 000 habitants et 25 000 résidents. Le public cible, vous le savez, mais il est toujours bon de le rappeler, c'est les personnes issues des QPV. Et c'est vraiment très important d'insister là-dessus. Euh, donc, avec ce public cible, l'idée, c'est de pouvoir mobiliser une typologie de porteurs de projets qu'on a créés et qu'on a ventilés de cette façon, les intentionnistes, les entrepreneurs et les entrepreneurs en activité. C'est une typologie qui nous paraît pertinente. Les intentionnistes, c'est tous ceux qui envisagent de créer, qui ont une petite idée, même parcellaires, qui ne savent pas forcément comment faire pour entreprendre, qui n'ont pas forcément les moyens d'entreprendre, mais qui ont cette motivation à y aller. Et l'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans leurs projets. Les entrepreneurs en devenir, là, on est vraiment
sur des profils où il y a déjà une intention qui a été posée avec peut-être un peu de love money à côté, un business plan simplifié peut-être qui existe, des éléments d'organisation qui ont déjà été mis en place. Donc il y a déjà une avancée dans le projet. Et puis les entrepreneurs en activité, en effet, une cible aussi qui est privilégiée, qui est tous ceux qui sont dans les QPV, qui ont entrepris, mais qui n'ont jamais été accompagnés et qui ont des besoins aussi très spécifiques, aussi bien en accompagnement qu'en financement, bien évidemment. Je vais maintenant m'atteler aux missions et préciser les missions du chef de projet CityLab, qui est vraiment le cœur battant du dispositif. C'est plusieurs missions. Tout d'abord, la prospection et la détection. Et cette prospection et détection, elle est caractérisée par l'aller vers, par cette idée que je prends mon bâton de pèlerin, si je puis dire, et je vais dans les quartiers. Je vais dans les quartiers pour à la fois me présenter l'offre autant aux habitants qu'aux structures associatives et à tout l'écosystème. Et donc, cette prospection, elle est à la fois directe et indirecte, et elle peut se faire via des prescripteurs locaux. C'est pour cela qu'il est vraiment essentiel pour le chef de projet, d'autant plus quand on est une structure qui déploie, qui, qui pour la première fois déploie le CityLab, d'avoir cette capacité pendant environ, grosso modo, hein, les chiffres que je peux vous donner, c'est entre 3 à 6 mois environ, de faire ce maillage territorial pour à la fois se faire connaître auprès de l'écosystème, mais aussi des habitants des quartiers qui sont, qui sont à votre disposition. La préparation et la sécurisation, seconde mission, très important, hein, le chef de projet CityLab ne se substitue absolument pas aux professionnels de la création d'entreprise. D'accord? euh, il est là pour travailler en bonne intelligence avec eux et pour aider les porteurs de projets de passer de l'idée au projet. Donc on est vraiment dans la phase d'amorçage et tout ça conjointement avec l'écosystème. Troisième mission, c'est l'orientation et le suivi. Donc, après que le chef de projet CityLab ait, par un ou plusieurs entretiens, qualifié le projet avec le porteur, il s'agira d'orienter vers la bonne structure. Donc, si on a des besoins de financement, eh bien, on ira par exemple vers l'ADI ou une autre structure. Peut-être qu'il s'agira d'un besoin de formation. Et dans ce cas-là, trouver la bonne structure. Et donc vraiment, c'est d'aller à la fois vers les structures d'accompagnement que vous connaissez tous, et puis aussi, très important également, les structures d'insertion s'il y a une fragilité sociale. Pardon. Alors pourquoi? Il est bon que le chef de projet CityLab ait une très bonne connaissance de son écosystème et des structures de l'entrepreneuriat et qui mobilise sur ce sujet-là, mais il est aussi important qu'il identifie et qu'il soit identifié par exemple, l'assistante sociale qui organise une permanence dans la maison de quartier, par exemple. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'un porteur de projet qui a une envie d'entreprendre peut avoir une fragilité sociale à un moment donné, une problématique de logement ou autre. Et ça, je peux vous dire que les chefs de projet en ont rencontré de ce type. Et l'idée, c'est de ne pas stopper le projet, mais de dire, bah, très bien, voilà où est-ce que je peux peut-être t'amener, te diriger, réglons ce problème-là et ensuite reprenons le projet entrepreneurial. Tout ça pour éviter une fin de non-recevoir. Et puis la quatrième mission, c'est autour de... Alors, pardon, hein, il manque un élément, c'est le suivi. Très important également. Une fois que l'orientation a été faite, évidemment, hein, le porteur de projet n'est pas jeté comme ça dans la nature, donc il sera suivi par la structure vers laquelle il a été mobilisé, mais le chef de projet CityLab est en charge aussi du suivi de ce porteur de projet. Qu'est-ce qu'il devient? Où est-ce qu'il en est? Et pour cela, nous avons développé un outil qui permet de mesurer à la fois l'impact qualitatif et quantitatif des actions du chef de projet CityLab. Et c'est un extranet qui est mis à disposition de tous les chefs de projet CityLab et des responsables de structure. Donc c'est vraiment un outil à la fois de pilotage et de suivi. Le dernier élément, c'est l'animation. L'animation, c'est la capacité pour le chef de projet CityLab
de faire connaître son dispositif et d'animer un réseau de prescripteurs qui peuvent repérer des intentionnistes, des entrepreneurs en activité ou en devenir. C'est aussi concevoir des actions et des événements identifiés pour identifier tous les publics cibles. Et puis c'est aussi communiquer autour du dispositif, donc auprès de tous les habitants des QPV, pour faciliter à la fois le repérage des entrepreneurs et pouvoir leur apporter l'accompagnement qu'il faut. La mise en œuvre opérationnelle, alors pour se déployer, euh, il est nécessaire d'être une structure partenaire qui porte le dispositif, donc CityLab, que ce soit une association ou une collectivité territoriale. Elle va assurer son portage et puis son déploiement opérationnel. C'est aussi le recrutement d'un chef de projet CityLab, donc qui sera l'interlocuteur des habitants des quartiers et qui sera, très important également, à 100% sur ces missions-là, de détection, d'animation et d'orientation. Donc c'est un équivalent temps plein, j'insiste beaucoup là-dessus, un équivalent temps plein, il est essentiellement dédié à ces missions-là et je peux vous dire que c'est des missions qui sont très chronophages, très lourdes. Il y a parmi nous, là, dans les participants, beaucoup de chefs de projet CityLab et je peux vous assurer que le mi-temps n'est vraiment pas possible, très concrètement. Euh, Lors de cet appel à candidature, euh, évidemment, les structures doivent démontrer la capacité à mobiliser donc un équivalent temps plein, euh, présenter un modèle du moins qui détaille donc l'embauche d'un ETP dédié. Nous avons inclus aussi dans le cahier des charges une fiche de poste. Et puis aussi, très important également, c'est que autant l'État que BPI France, nous sommes partie prenante du recrutement. Et là, une précision, euh, c'est évidemment un avis consultatif, mais nous demandons à être informés des profils qui seront mobilisés. Et puis, nous émettrons un avis. Et à la suite de ça, nous aimerions également participer aux entretiens de recrutement. En termes d'attendu, alors je vous l'ai dit précédemment, hein, l'objectif est vraiment d'atteindre 100 000 personnes inscrites dans un parcours d'accompagnement, d'accord, d'ici 2027, euh, dont 70% sont issus des quartiers d'ici 2027. Donc c'est vraiment un élément aussi essentiel. Donc 70% des sans accompagnement à préparer par chef de projet. 70% issus de QPV et 30% c'est une marge qui peuvent être issus, qui sont hors quartier. Mais c'est vraiment, pour qu'on ait un impact fort, il faut vraiment qu'il soit issu à 70% des quartiers. Et donc pour cela, vous, en tant que candidat, devrez présenter les projections annuelles d'impact, la montée en charge, et puis nous préciser également le nombre total et le nombre de nouvelles prises en charge chaque année. Donc, en résumé, chaque chef de projet CityLab doit accompagner à minima 100 personnes, dont 70% issus de QPV et 30% hors QPV. Et je vous rassure aussi, hein, euh, c'est aussi le rôle de l'extranet que d'accompagner justement les chefs de projet dans tous ces éléments quantitatifs et qui leur permettent de piloter leur activité. Alors, quels sont les apports apportés à la fois par l'État et puis BPI France? Alors, c'est tout d'abord évidemment un soutien financier fort avec donc un soutien à la fois de BPI France et de l'État, de ce qui est de maximum 60% pardon, des dépenses éligibles, donc 30% de l'État, 30% de BPI France, avec une convention pluriannuelle d'objectifs de 3 ans. Et puis aussi, il est impératif qu'il y ait un financement d'une collectivité territoriale de façon obligatoire. Euh, Il y a aussi un apport au-delà du financier qui est un parcours de formation obligatoire qui est de 12 jours pour les chefs de projet CityLab et les chefs de projet BUS. Donc pendant 12 jours, un parcours a été créé pour les amener à la fois à monter en compétences, mais également à se rencontrer entre pairs. Euh,
Il y a une animation aussi nationale et régionale qui comprend à la fois des séminaires en ligne, des séminaires aussi en présentiel, dont un par an qui est organisé, une newsletter en termes de communication trimestrielle, un groupe LinkedIn et évidemment du partage de bonnes pratiques au coup par coup. Et au niveau régional, c'est aussi environ tous les 3 mois des moments d'échange en ligne entre chefs de projet, entre pairs, pour à la fois discuter de leur actualité, mais également leur permettre d'échanger autour de leurs problématiques et également de leurs besoins. Ça, c'est un élément crucial, essentiel que nous mettons en place très régulièrement. Tout dépend des régions, hein, mais on est entre deux ou tous les 3 mois. C'est aussi un parcours d'intégration. Le chef de projet CitéLab, quand il arrive, il est vraiment pris en main à travers un programme de parrainage où il est mis en lien avec un chef de projet senior issu d'une région différente. C'est aussi un séminaire de bienvenue en ligne qui est organisé pour lui permettre de bien s'intégrer dans le dispositif avec un rappel d'émission et de BPI France. C'est également, je voulais préciser, l'outil Extranet qui permet de suivre quantitativement et qualitativement les actions. Un outil qui a la particularité d'avoir été vraiment co-construit avec les chefs de projet CitéLab depuis le début et qu'on essaye à la fois de faire évoluer au gré des besoins et des usages des chefs de projet. Concernant les dépenses éligibles, alors en termes de frais de personnel, cela comprend évidemment les salaires, le salaire brut du chef de projet ainsi que ses charges sociales et fiscales, des frais d'investissement avec un maximum de 3 000 euros, positionnés seulement sur la première année de la demande triennale, pardon. Donc ça concerne tous les éléments autour du matériel, en quel nouveau chef de projet CitéLab, renouvellement de matériel, etc., etc. Les charges directement liées à l'action avec un maximum aussi de 8 000 euros. Donc c'est les frais de déplacement et d'hébergement, en particulier lors des formations hein, qui sont organisées. C'est aussi les frais liés à l'événementiel, à la communication et puis des frais d'encadrement. Donc à charge pour l'opérateur de répartir évidemment dans la limite des 8 000 euros par exemple, donc ces différents frais et nous serons évidemment vigilants sur toutes ces dépenses, en particulier celles liées à la formation. Des frais de structure qui n'excéderont pas 15% du coût global de l'ETP chef de projet CitéLab, et puis des frais d'encadrement évidemment qui ne sont pas inclus dans le calcul de ces frais de structure. En termes de processus de sélection et de calendrier, Jean-Baptiste, tu n'hésites pas hein, si tu as un élément à ajouter. Hein. Donc sur ce point, ce que nous demandons, c'est de préciser l'ensemble des actions qui vont être réalisées, à la fois la démarche, les approches dans le cadre du déploiement opérationnel du dispositif. Donc voilà, toutes les missions que j'ai précitées, hein, prospection, détection, préparation et sécurisation, orientation et suivi et animation du territoire. Et puis, c'est également l'articulation avec les réseaux de vos territoires. Comment est-ce que finalement vous allez travailler avec eux? L'ambition et les impacts que vous envisagez en termes d'entrepreneurs en devenir et en activité détectée, le volume des entrepreneurs préparés et orientés vers les réseaux d'accompagnement. Il vous sera demandé également aussi une maquette budgétaire et cette capacité à mobiliser les financements pour boucler le budget et évidemment avec toujours cette obligation d'avoir un financement d'une collectivité. Il faudra également aussi, en termes d'impact, hein, rendre compte régulièrement de l'impact des actions du dispositif via l'outil de reporting commun, CitéLab. Donc c'est ce fameux extranet auquel un accès est donné autant au chef de projet CitéLab qu'au responsable de structure, au responsable hiérarchique. Et donc il s'agira de produire un bilan global des actions et des résultats via les indicateurs communs du dispositif, des indicateurs que vous retrouverez dans le cahier des charges et que nous avons simplifiés comparativement aux années précédentes. Les critères d'éligibilité, vous le savez, c'est le territoire d'intervention avec 5 000 habitants au minimum et maximum 25 000.
je vous l'ai dit, le dépassement devrait être justifié. On étudiera ça pardon, au cas par cas. Les candidats éligibles, collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics et associations de loi 1901. Et puis, il faut évidemment justifier d'une activité d'au moins un an et qu'il vous est demandé de valoriser dans le rapport d'activité, dans un rapport d'activité à N-1 dans les pièces administratives du dossier. En termes d'éligibilité, alors, je l'ai dit précédemment, mais c'est toujours bon de rappeler les choses, hein. Donc, une structure, personne morale, collectivité territoriale et leurs groupements, etc. Un dossier qui doit vraiment être complet, euh, des actions qui ciblent essentiellement les QPV, le périmètre d'intervention, un dossier qui comprend forcément une collectivité territoriale en termes de financement, et puis euh, être dans les clous évidemment du budget prévisionnel et des frais de structure qui ne devront pas excéder les 15%. Je ne reviens pas sur les critères de sélection, j'en ai déjà dit un certain nombre. Voilà, je ne vais pas revenir sur voilà, la nécessité d'avoir une stratégie de communication qui inclut un plan d'action, la bonne compréhension évidemment d'Entrepreneuriat Carté 2030 et son articulation avec les autres dispositifs, incluant également le Pass Créa, qui est un service dédié aux entrepreneurs sur le site BPI France, mais nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et puis évidemment un budget qui soit le plus cohérent possible. Pour candidater, cela se fait via la plateforme Dauphin, et comme indiqué dans le cahier des charges, pardon, nous avons inclus une annexe 4 avec toute une procédure qui vous permet de vous aider dans la plateforme Dauphin, tout simplement pour faire des correspondances. Voilà, c'est des informations qui sont très utiles. Donc, à ce niveau-là, et en termes de calendrier, nous aurons deux relevés. Un premier relevé le 13 juin, avec une annonce des premiers lauréats au plus tard en septembre 2024. Euh, voilà, avec une ambition à fin juillet. Un deuxième relevé pardon, le 13 septembre, avec une seconde annonce pour novembre-décembre 2024. Et puis, une instruction des dossiers qui se fera par à la fois BPI France et évidemment les services de l'État. Alors, voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez... on va regarder maintenant peut-être les questions. Bonjour Kylian. Bonjour Rachid, bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tout le monde. Alors, je vous rappelle, hein, pour les questions, merci de passer par la rubrique questions-réponses. Ça nous permettra ensuite de les consolider et de pouvoir vous les envoyer à la suite de ce webinaire. Alors, on a peut-être une main levée, je crois, Rachid. Oui, très bien. Alors, on a une main levée. Alors, ouais. Marie-Pierre, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Ouais, je vais lui donner l'autorisation de micro. Voilà. Allez-y. A priori. Alors, Alors, normalement, attendez. vous devez. Ouais. Oui, j'ai posé la question dans le chat. Enfin, c'est plutôt une remarque, hein, je l'avais déjà indiqué. La vague de réponses pour novembre-décembre, c'est pour les services de l'État assez tard pour pouvoir ensuite enfin, mettre au paiement les subventions pour les projets. J'aimerais vraiment que cette question soit clarifiée et qu'on puisse éventuellement envisager une réponse un peu plus tôt. Très bien. Alors, Marie-Pierre, effectivement, pour répondre, on a bien ce point-là en tête. Effectivement, on a une clôture au mois de septembre. L'idée, effectivement, c'est qu'on puisse engager les crédits un maximum avant fin d'année. Et je sais effectivement qu'il y a une clôture budgétaire qui va arriver assez tôt. C'est pas en fin d'année, mais avant. Donc, on va revoir ce point-là, effectivement, en échange avec BPI France
pour voir dans quelle mesure on peut effectivement anticiper le plus possible pour pouvoir dégager ces crédits-là encore sur 2024. Merci beaucoup. Rachid, ce que je te propose, c'est de balayer la Ouais. la partie questions-réponses et moi j'ai, Alors, commencé. Alors la première question est une remarque. Il est dommage de cibler uniquement les résidents QPV et non pas les publics dits fragiles en général, RQTH, RSA, seniors et cetera. juste peut-être une petite incise, Kylian, tu sais Oui, quoi? J'ai l'impression que l'enregistrement ne s'est pas lancé. Pourtant, je l'avais démarré. Et j'ai beau cliquer, ça fonctionne pas. Je sais pas si tu peux voir si je comprends. Ça s'est pas lancé en fait. Techniquement, je sais pas pourquoi. Pourtant, je l'ai lancé, mais rien à ouais, faire. j'ai pas la main là-dessus. T'as pas la main. Ah là là. Alors Ok, je te bon. laisse un peu Écoute, ouais, regarder. ouais, non, mais c'est bon, on va. Ok, donc, alors, alors oui, sur cette remarque-là, le parti pris, c'est que le dispositif CitéLab cite essentiellement, enfin cible essentiellement les habitants des quartiers politiques de la ville parce que les besoins sont énormes, parce qu'il y a des difficultés à se lancer et même à émettre l'idée de se dire je vais entreprendre et comment je peux entreprendre. Donc c'est des quartiers c'est des territoires très fragiles et c'est pour cela qu'on a mobilisé ce dispositif sur cette cible-là, en sachant qu'il y a une tolérance autour de 30% de cibles hors QPV. Donc ça permet peut-être de rétablir un léger équilibre. Et en complément peut-être des éléments de Rachid, ce qu'il faut savoir, c'est que Entrepreneur Quartier 2030 est un programme dédié aux habitants des quartiers politiques de la ville. Et c'est pour ça qu'on fixe une cible effectivement de 70% minimum sur ces populations-là. Ça ne veut pas dire qu'effectivement il n'y a pas d'autres cibles prioritaires, vous les citez. Néanmoins, ce programme-là est dédié à ces cibles-là. C'est une volonté du gouvernement d'accompagner l'entrepreneuriat dans ces territoires-là. Et c'est pour ça que ce programme-là, Entrepreneuriat Quartier 2030, est vraiment ciblé sur ces publics. Alors si on continue les questions, donc quelle date pour le démarrage de projet? Janvier, est-ce que c'est janvier 2025? Oui, ouais, tout à fait, c'est janvier 2025, au grand maximum, ouais, tout à fait, c'est ça. OK. Ensuite, comment va se dérouler, l'orientation vers les structures du territoire? Alors cette orientation, elle se fait de la façon suivante. Le chef de projet CitéLab, quand il prend ses fonctions, il a en moyenne, au niveau national, les chefs de projet CitéLab ont environ entre 3 et 6 mois de maillage territorial, selon le territoire et le contexte, évidemment, pour à la fois euh, euh, se faire connaître, à la fois des habitants des quartiers, mais aussi de l'écosystème et des réseaux. Donc il y a vraiment une proactivité de la part du chef de projet CitéLab, et c'est pour ça que, comment dire, nous les accompagnons à ce niveau-là, nous les accompagnons en termes de formation, pour leur permettre de faire ce maillage territorial. Et donc l'idée, c'est vraiment de mailler son territoire, savoir quelles sont les structures associatives qui sont dans les quartiers dédiés, quelles sont comment dire, les particularités de l'écosystème. Et là, il y a vraiment, entre guillemets, un vrai travail commercial à faire de la part du chef de projet, à prendre son téléphone et son bâton de pèlerin et à prendre des rendez-vous et se faire entendre et présenter ses missions et son action. Voilà, je crois qu'il y a il y a Sylvie Revière qui veut prendre. Oui. Alors, Sylvie, alors avant, j'ai Catherine Coulon et puis je te donnerai la parole après. Allez-y, Madame Coulon. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui. Nous, on a déjà un dossier en cours avec une chef de projet CitéLab. Et
Je voulais savoir, alors la personne a démarré fin 2023. Là, en fait, est-ce que on conserve la même convention ou est-ce qu'on repart sur ce dossier, ce nouveau dossier, en fait? Alors, vous êtes sur quel territoire? On est sur Roubaix. D'accord. Et c'est quelle structure, Madame Coulon? C'est la MIE du Roubaisy. D'accord, ok. Et mieux du Roubaisy, ok. Et oui, c'est avec, il me semble que c'est Mariam, Madame Mariam Diamé, oui. Oui, c'est oui, ça, qui a oui, oui. commencé. D'accord, ok. Et donc vous aviez une convention là c'était à fin 2023, c'est ça? Alors, oui, oui, oui. Alors, non, non, la fin, c'était 2025. D'accord. Mais du coup, alors en plus, le financement est un petit peu plus favorable là, parce qu'avant, c'était 50%. Est-ce que il y a une possibilité de modification pour passer sur cet appel à projet-là, ou est-ce qu'on reste sur l'ancien appel à projet? Alors, ce que je vous propose, Madame Coulon, c'est de vous revenir précisément sur ce sujet-là. J'en aviserai également aussi le responsable création et entrepreneuriat, Hervé, et puis Oui, on vous revient précisément là-dessus. ok, très D'accord? bien, je vous remercie. C'est moi. Rachid, je te propose d'inviter les participants à écrire les questions dans le flux, ce qui nous permet, nous, d'avoir à l'issue toutes les questions, l'historique des questions, et ça nous facilitera la tâche aussi pour faire la foire aux questions, d'autant Non, plus que d'accord, l'enregistrement ok. Tu sais, je de leur cette avais là. précisé, Kylian, merci, hein, je leur avais précisé dans la rubrique questions-réponses, c'est bien de ça dont tu Oui, parles. oui, 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 tout Oui, à tout à fait, fait. Oui, exactement. oui, ils le savent, hein, mais Ok. il vaut mieux deux fois qu'une. Voilà. Alors, je poursuis. Est-ce que la structure porteuse, si c'est une association, doit justifier d'1 an d'existence juridique? Est-ce que ça, c'est Oui, dans tes critères d'éligibilité? oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Ensuite, sur les recrutements des chefs de projet, la participation de BPI aux entretiens sera systématique? Ça Alors, va-t-elle évidemment, systématique? alors, pour les entretiens de recrutement, Oui. euh, alors oui, oui, c'est très important. Encore une fois, notre avis est purement consultatif. Et ce n'est pas aussi que BPI, c'est aussi l'État. Donc, les deux y sont associés et c'est essentiel que nous y soyons associés, vraiment. Mais encore une fois, c'est un avis consultatif. Donc, pour vous redire précisément les éléments, hein, il ne s'agit pas de faire tous les entretiens, il s'agit d'avoir en amont euh, les CV que vous avez sélectionnés, donc ça veut dire que vous avez déjà fait une présélection. On va vous donner un avis avec le RCE de votre région sur ces profils-là, euh, un avis consultatif, et ensuite vous nous tenez au courant et nous voyons avec vous quelles sont les dates pour l'entretien que vous organiserez, et puis nous y participerons selon si cela tombe bien avec nos agendas, mais c'est l'idéal, vraiment. C'est important que nous y soyons associés. Dans les J'ai 60 Sylvie Rebière aussi, peut-être qu'il y pardon. a... Ouais, je t'en prie, OK. hein. Attends, je vais lui autoriser son micro. Allez-y, Sylvie. Sylvie, vous m'entendez? Bah écoutez, c'est pas très grave, on va passer à Madame Edwige Abdalag. Allez-y, Edwige. Bon, Non, je vous invite à écrire vos questions sur le flux, questions-réponses. Alors, je continue. Alors, dans les 70% QPV, pouvons-nous prendre en compte la bande des 300 mètres autorisés jusqu'à bien présent? sûr. Voilà, la Oui, question tout est à fait, oui. oui. Oui, 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 oui. Elle est inclue, évidemment, oui, oui, oui. C'est essentiel. Comment différencier les candidats Citélab et accélérateur, émergence création, quand c'est la même structure qui porte? Pardon?
Alors, je pense que là, la question porte sur le fait comment différencier Citélab et accélérateur. La structure qui souhaite porter l'un et l'autre dispositif doit de toute façon déposer des candidatures bien Des distinctes, candidatures, oui, 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 tout à des fait. appels à Bien, candidature. bien séparés, oui, c'est deux appels à candidature qui sont distincts, tout à fait. Et vous retrouvez tous ces éléments sur le site de l'AAC que j'ai indiqué tout à l'heure et que je vais vous mettre aussi dans la conversation d'ailleurs pour que vous puissiez la voir. Le financement BPI devait atteindre 50% cette année. Est-ce que ça a changé? Euh, Donc sur alors, les cofinancements, on est aussi à hauteur de 60% pour 60%, cette tout année. à Ouais, fait. voilà. Donc, 30% BPI et puis 30% État, c'est ça. voilà, exactement. Comptabilise-t-on uniquement les porteurs de projets issus des QPV ou aussi les projets visant à s'y installer portés par des porteurs hors QPV? Très bonne Non, non. question. Ah, alors, Mais on les comptabilise normalement, oui, effectivement. oui, alors évidemment, oui, on les comptabilise parce que ça serait hors de propos sinon, mais oui, en effet, on les comptabilise, oui. Oui, Alors, entre 20 et 30 créations d'entreprises par an et par chef de projet Citélab, est-ce bien cela? oui, tout à fait. Et les frais d'encadrement sont-ils éligibles ou pas? Les frais d'encadrement, oui, tout à fait. Alors attendez, euh, que je reprenne. que- Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ceux-ci sont inclus dans les charges directement liées à l'action, en fait, où on est sur un maximum de 8 000 euros qui sont ventilés selon vos besoins. Il n'y a pas de seuil là-dessus. Quel est le salaire moyen de l'ETP chef de projet Citélab? Alors, il y a beaucoup de disparités, mais on est autour de, allez, grosso modo, allez, mensuellement, on est autour environ de 1600, 1700 euros, grosso modo. Tout dépend des profils, mais vraiment, voilà, c'est les derniers chiffres que j'ai en tête. Mais allez, on peut dire, je vous donne une fourchette. On est entre plutôt ouais, 1700 et 2300 euros mensuellement, grosso modo. Le dépôt d'une candidature peut-il se faire indifféremment en juin ou en septembre? Dans le prolongement de cette question, comment les offres déposées sur un même territoire en juin ou septembre pourront-elles être comparées, instruites? Doit-on comprendre que premier déposé, premier servi? Donc, Alors, euh, pri- ah, a pri- pardon, Kylian? ouais, je dis a priori, c'est effectivement les premières instructions, les premiers dossiers qui seront déposés seront les premiers dossiers à être instruits Hmm. en lien étroit avec l'État. Une fois que si le dossier respecte les critères d'éligibilité et de sélection et répond aux besoins du territoire, heu, ils seront, heu, ils seront validés et effectivement, on est plutôt dans une logique premier arrivé, premier servi. Pour un même territoire, on est bien d'accord. Oui, Pour un même quartier politique de la ville d'intervention. Voilà, exactement. ouais, c'est ça. Alors, est-il possible, réaliste, de mobiliser pour les 40% de cofinancement des budgets de l'État type dette, préfecture, ou est-ce incompatible en lien avec l'intervention de l'État dans les 60%? Alors, je vais répondre à cette question. Effectivement, on a un cofinancement à hauteur de 60% sur Citélab. Donc, comme l'a dit Rachid, à 30% BPI, 30% des crédits État politique de la ville. Sachant que globalement, les 60%, c'est des financements qui viennent de l'État, de toute façon. Les financements de BPI France sont des financements abondés par l'État et la Caisse des dépôts, banque des territoires. Et euh, donc, au niveau d'État, on restera sur cette enveloppe-là de 60% maximum. C'est-à-dire qu'il ne sera pas possible, sauf cas très exceptionnel, et il faudra qu'on voit si on doit y déroger ou pas, on ne mobilisera pas d'autres crédits État en plus de cette enveloppe-là de 60%.
Donc, il faut prendre en compte la part État des 30% sont déjà des crédits de politique de la ville. Et donc, l'idée n'est pas de remobiliser en sus de nouveaux crédits de politique de la ville pour augmenter ce taux d'intervention. Merci Jean-Baptiste. Merci. Quel est le type de contrat du chef de projet? 35 heures, 37 heures, statut agent de maîtrise, cadre? Écoutez, c'est un très bonne question. Mais Mmh. euh, Je pense que après, comme tout la dépend. structure est employeuse, c'est elle Ouais, c'est elle qui, est souveraine sur ces c'est questions-là, ça, quoi. c'est Mmh. ça. On n'a pas de visibilité là-dessus, ni. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'on ait un équivalent temps plein. Voilà. Et que les seules missions du chef de projet Citélab soient celles du chef de projet Citélab, du lundi au vendredi. Alors, beaucoup de créateurs peuvent avoir une domiciliation postale hors QPV Ouais. et vivre réellement en QPV. Donc ça, c'est plutôt une remarque, visiblement, qui a été Ouais. faite un peu Ouais. plus tôt. Pouvez-vous clarifier les modalités de Carrefour de l'emploi et Citélab? Carrefour de l'emploi. C'est plutôt les carrefours de l'entrepreneuriat, c'est ça? Alors, c'est une Je pense question que. de Anne-Gaëlle. Je n'arrive pas à afficher son nom de famille. D'accord. Alors, en fait, Mais alors, les carrefours de l'entrepreneuriat et puis le dispositif Citélab, donc ils sont dans le premier axe, hein, les carrefours, la particularité principale, c'est que Citélab, on est sur de l'aller vers, et le carrefour de l'entrepreneuriat, on est sur du faire venir. D'accord? Les carrefours de l'entrepreneuriat, c'est du faire venir. La particularité également, c'est qu'on a un lieu totem qui symbolise le carrefour de l'entrepreneuriat, avec un chef de projet, un chef de file, et donc des partenaires de l'écosystème qui sont intégrés dans ce lieu totem. Et donc, on fait venir les entrepreneurs. pour les QPV, OK, pas de souci, mais il me semble qu'il y a maintenant les quartiers de pauvreté Oui, les poches de pauvreté, oui, tout horizontales à qui fait. peuvent être visés. Est-ce que la population de minimum 5 000 habitants inclut ou non ces quartiers? Plus, Euh, pouvez-vous me préciser que les quartiers de veille et les anciens quartiers CUX ont bien disparu des radars du SIGVIL et de l'ANCT? Ce n'était pas le alors, cas dans l'ancienne contractualisation. oui, alors bon, je laisserai après peut-être à Jean-Baptiste apporter des précisions, mais alors en effet, on n'est plus sur la géographie précédente, hein. Il y a une nouvelle géographie depuis début 2024, donc exit les QVA. En effet, on est revenu à une orthodoxie à une version orthodoxe du QPV, si je puis dire. On a toujours la bande des 300 mètres, les ZFU évidemment. Euh, et il y a évidemment, il y a aussi une interrogation sur les poches de pauvreté. Et là-dessus, je pourrais apporter des précisions, à moins que tu en aies peut-être, Jean-Baptiste, sur l'inclusion ou pas de ces poches de pauvreté, parce que c'est vrai qu'elles sont il me semble, dans le dossier de presse, elles étaient incluses par la ministre. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as des infos là-dessus? Alors, tout à fait. Les poches de pauvreté sont effectivement incluses dans le périmètre éligible D'accord. pour les publics. Ces poches de pauvreté, en fait, c'est la préfecture. Donc, c'est à la main du préfet qui détermine ces périmètres-là qui peuvent, au cas par cas, élargir un périmètre quartier politique de la ville. Donc là, je vous invite à contacter directement en fait, le référent de RETS ou la préfecture qui pourra vous indiquer sur votre territoire quelles sont ces poches de pauvreté et si elles existent. D'accord. Merci. Merci. Ensuite, une question de Sophia. Bonjour, est-il possible de mobiliser du FSE pour le cofinancement? Oui, oui, ça se fait. On a des chefs de Mmh. projet, on a des structures qui mobilisent du FSE, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est le cas d'ailleurs à Lyon, il me semble, avec, je crois qu'Olivier Maître est parmi nous, chef de projet sur Lyon, et en effet, il y a eu une mobilisation de FSE. Mais il me semble que oui, tout à fait. Alors, question suivante, on a déjà apporté la réponse, mais je le reprécise, quelle est la date souhaitée de démarrage des activités? Donc, on est bien sur janvier 2025, hein, Oui, Rachid. tout à fait. Tout à fait. Et doit-on produire un document de présentation du projet pour une première demande où l'ensemble est réalisé sur Dauphin?
Alors, il y a 3 questions à la suite. Donc Hum, déjà pour cette première question, donc il faut décrire le projet directement sur Dauphin. oui, tout à Ça fait. fait Ouais, ouais, c'est l'objet, ça. le dossier de Ouais. candidature, c'est ce que vous allez remplir directement sur Dauphin. Donc, il y a une question sur le salaire à laquelle nous avons déjà répondu. Et les documents complémentaires sont transmis directement sur Dauphin. Donc, effectivement, sur Dauphin, Oui. vous avez la possibilité de joindre différents documents, et notamment ceux demandés dans le cahier des charges. Comment cela se passe-t-il pour les CitéLab ayant déjà déposé une demande 2024, ainsi que sur la plateforme Dauphin avec un ou des cofinancements ANCT? Hum. Euh, alors à ce sujet, ok, on est sur du renouvellement en fait. A priori, oui, puisque là, il semblerait que ce sera un dossier d'un an, hein. C'est possible ça, Rachid? Qu'il Oui, soit alors que oui, ça a été. 2024. Ouais, ouais, tout à fait. Hmm. Après, tout, oui, c'est possible et tout dépend des structures. Certaines ont suivi ce schéma, mais oui, c'est possible. Oui, 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 tout à fait. Ouais, 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 tout à fait. Donc du coup, comment ça va se passer? Donc du coup, on invite les structures dont toutes les conventions s'achèvent en 2024 à repostuler pour les C'est années ça, tout prochaines. à fait. Ensuite, qu'est-ce que cela change de candidater en juin ou septembre? Donc ça, c'est une Mm. question, voilà, on a déjà apporté la réponse. Pour le relevé de septembre, on restera sur une date de début d'action de janvier, donc que ça soit juin Oui, ou septembre, le début de oui, oui, oui. l'action Oui, débutera janvier en 2025, oui. janvier. Ma structure est une SEM, donc une société d'économie mixte. Nous portons le CitéLab depuis 2017. Nous sommes donc ni une agglo ni une association, mais fonctionnent sur l'obtention de marchés publics. Pourrons-nous continuer à apporter le CitéLab genevois? Ah oui, d'accord. A priori, oui, il n'y a pas de raison. Hmm. Non, non, il y a aucune raison, hein. Non, non, bien Il n'y a pas sûr. eu de modification des critères d'éligibilité là-dessus, donc ça a Donc été possible là-dessus, jusqu'à présent, non, c'est oui, et c'est toujours puis possible. oui, oui, tout à fait. Et puis s'il y a des critères au cas par cas, nous le verrons, mais a priori, non, je vois, non, non, il y a aucun souci là-dessus, hein, a priori. Alors sur Dauphin, où se situe la ligne pour candidater? Alors là, je comprends pas trop la question, mais en tout cas, je Mm. pense qu'il y en a 2 derrière. Ouais. Hem, Dans le cahier des charges, vous avez le lien direct qui vous permet, de vous connecter sur Dauphin pour créer votre demande de subvention et à l'intérieur du dossier de du dossier ou de Du- votre profil Dauphin, vous avez la possibilité du coup de remplir tous les champs et notamment, voilà, la description de l'action, mm. le budget et dans le budget, sollicitation de l'État et de BPIFrance notamment pour aller chercher les 60 de cofinancement. Donc il n'y a pas de Alors, ligne en tant que telle, sur, Dauphin. Vous verrez sur Dauphin, vous devez remplir certains champs, initiaux. Donc, notamment, entrepreneuriat quartier 2030, il y a une liste déroulante et dans la deuxième liste déroulante, vous devez choisir entre Citélab, Bus de l'entrepreneuriat ou Carrefour et là, vous allez sélectionner Citélab et ensuite vous complétez, le dossier. Donc ce qui nous permet ensuite, nous, mm. de flécher et d'avoir les bons dossiers, dans les bons endroits. Peut-on compléter avec des fonds locaux de l'État sur la politique de la ville? Donc la question a été, heu, répondue par, Jean-Baptiste. Donc il n'est pas possible de cumuler, des, Ouais. financements État politique de la ville, en plus de ceux qui constituent les 30. Les Citélab doivent obligatoirement être à temps plein ou peuvent-ils être, 50 sur Non, Citélab et 50 sur Carrefour? Donc non, c'est 100 non, 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 du tout. Citélab. C'est vraiment 100% et au même titre que le chef de projet Carrefour est à 100% sur son dispositif. Lorsque le cofinancement de la collectivité locale est fondé sur un budget prévisionnel supérieur par rapport au cadre des dépenses éligibles BPI, peut-on proratiser le cofinancement dans les ressources? Je réalise la question. Mm. Ouais. Fondé sur un budget prévisionnel supérieur par rapport au Peut-on? cadre des dépenses, peut-on proratiser le cofinancement dans les ressources? Alors oui, euh,
De toute façon, les 60% seront financés dans la limite des plafonds inscrits, notamment des 8 000 € sur les charges directes directement liées à l'activité et les 15% des frais de personnel pour les charges indirectement liées à l'activité. Donc, si vous déplacez les plafonds de 8 000 € et de 15% des frais de personnel, nous, on limitera nos 60% à ce plafond-là. Et quant aux frais de personnel, si je ne me trompe pas, Rachid, il n'y a pas de plafond. Voilà, des frais de Non, non, plafond. non, non, Voilà. du tout, du tout. Voilà. Donc, nous, voilà, quand il y a des plafonds, on se limitera aux 60% maximum de ces plafonds. Pourquoi vous limitez-vous à un maximum de 25 000 habitants en QPV? Tout simplement parce que on serait sur des territoires beaucoup trop grands et qu'il faut une efficacité du dispositif et en l'occurrence du chef de projet et qu'on a trouvé que c'était la bonne jauge entre 5 000 et 25 000. Voilà, d'expérience depuis 2019. Pour le renouvellement d'une convention CitéLab, quelle date est préconisée? Donc là, comme on le disait, les renouvellements se feront à partir de janvier 2025. Oui, c'est ça. Dans tous les cas, je vous confirmerai ça aussi. Concernant le montant des charges directes, s'agit-il de 8 000 € max par an ou au total? Donc là, c'est bien par an. Ouais. Hop. Attends, faut que j'ai un petit problème d'affichage, je reviens dessus. Alors, c'est remonté tout en haut. Voilà. Pour une structure qui a déjà un CitéLab et qui voudrait en staffer un second, faut-il déposer 2 nouveaux dossiers? Donc il y a déjà un chef de projet CitéLab, c'est ça, et donc et la structure voudrait en créer un second. Euh, Est-ce qu'il faut deux dossiers? Donc en fait, on aurait un renouvellement et puis c'est ça, on aurait un Bah, dossier de renouvellement et puis un nouveau dossier. je pense que c'est la question sous-jacente. Ouais, Alors, c'est s'il n'y ça. a pas de renouvellement, effectivement, il faut un dossier pour le nouveau CitéLab. Et si il y a un renouvellement, bah, je ne sais pas, Rachid, il faut Ouais, il faut. 2 dossiers distincts? Ouais, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. C'est Ouais. deux choses différentes. Donc un dossier pour le renouvellement et un dossier pour le nouveau. Parce que du coup, il interviendra, forcément, les 2 CitéLab interviendront sur des territoires différents. Ouais, tout à Comme il fait. faut justifier le territoire d'intervention, vaut mieux que ça s'inscrive dans 2 dossiers. Avez-vous priorisé les territoires pas ou peu couverts par les autres dispositifs Quartier 2030, bus Carrefour accélérateur, ou au contraire une convergence des dispositifs? Alors, non, il n'y a pas forcément de priorisation, entre guillemets. Euh, il faut savoir aussi qu'on a conçu dans le programme Entrepreneur Quartier 2030 ces dispositifs pour qu'il y ait une complémentarité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un dispositif CitéLab et sur le même territoire un bus qu'il y a concurrence. Non, il y a complémentarité. Idem pour le Carrefour. Donc il y a une Mmh. vraie synergie entre les trois. Et on le voit d'ailleurs dans les territoires où il y a à la fois ces trois dispositifs, ça matche bien et ça travaille très bien ensemble. Donc non, en effet, il y a une Ouais. vraie complémentarité. Et en tout cas, pour compléter la réponse de Rachid, vous pouvez intervenir sur des territoires où il n'y a pas ou peu de dispositifs, aussi bien, aussi sur des territoires où il existe déjà des dispositifs entrepreneuriat quartier 2030. Dans tous les cas, vous devez justifier pourquoi Oui. le déploiement d'un CitéLab est pertinent. Et s'il y a déjà des dispositifs quartier 2030, vous devez expliquer, comme l'a dit Rachid, la complémentarité et comment vous allez travailler avec les derniers. Y a-t-il une contrainte temporelle de démarrage opérationnel suite à l'obtention de la réponse? Par exemple, si nous postulons en juin et avons la réponse en septembre, bon ça on a répondu, Oui, on a début répondu, d'action c'est 2025, oui. janvier 2025. 2025, oui.
Les quartiers prioritaires métropolitains sont-ils concernés? Exemple, métropole de Lyon. Donc, tous quartiers prioritaires de la ville sont Oui, concernés par oui, les oui, tout à dispositifs. fait, tout à fait. Parce qu'il me semble que ça, c'est une dénomination spécifique à Lyon, il me semble, hein. Mais tous les quartiers politiques de la ville, oui. Les dépôts de candidature doivent être déposés le 13 juin inclus ou exclus? Donc, c'est jusqu'au 13 juin inclus. Voilà. Si notre structure a déjà bénéficié d'un financement CitéLab, doit-on en informer le contact de la DRET? Donc, de manière générale, il est toujours intéressant de prendre contact avec les services de la préfecture, avec le référent entrepreneuriat quartier 2030, si vous souhaitez postuler afin de pouvoir leur Oui, présenter votre projet, de oui, manière générale. et vu qu'il y a cette nouvelle gouvernance qui s'est Mmh. mise en place, donc Mmh. c'est d'autant mieux que de se faire connaître et Mmh. de montrer enfin, montrer qui vous êtes, tout simplement. Donc oui, en Voilà, effet. en amont du dépôt de la candidature. Sur Dauphin, il y a une catégorie à choisir parmi deux, fonctionnement global ou projet action. Avez-vous davantage de détails là-dessus? Sur Dauphin, en fait, vu que nous, on finance un programme d'action, un projet, il va falloir sélectionner projet action. On ne financera pas le fonctionnement global général de la structure. Et ça, cette précision-là, vous allez la retrouver normalement dans le cahier des charges, dans l'annexe 4 Oui, de mémoire 4. sur le VADEMECOM, qui explique pas à pas comment remplir votre dossier de candidature sur Dauphin. Est-ce que vous avez un contact, mail et téléphone à nous donner si on a des questions ultérieurement? Bien sûr, Effectivement, sur le cahier des charges, hein, c'est inscrit oui. en toute dernière page. Tout est inscrit et à l'issue de ce webinaire, je vous enverrai donc un certain nombre d'informations. J'y mettrai mes coordonnées et donc on pourra évidemment échanger sans problème. Pour compléter le cofinancement de 60% BPI État, est-il possible de solliciter un cofinancement via l'appel à projet contrat de ville? Si vous souhaitez solliciter des EPCI, oui, vous pouvez déposer heu, votre dossier à l'appel à projet du contrat de ville. Si vous sollicitez d'autres financements, EPCI, communes, Mm. ou autres structures en dehors de BPI et les crédits politiques de la ville de l'État. La formation peut-elle se faire à distance pour les DOM? Économiquement parlant, nous ne sommes pas dans les Oui, mêmes bien dispositions sûr, que la bien sûr, métropole. bien sûr. Alors, pour, pour les structures d'outre-mer, en effet, la question de la formation est un vrai sujet. Pour information, nous avions tenté l'expérimentation à distance l'année passée. Elle n'a absolument pas été concluante. Euh, Malgré tout, donc pour nous, c'est un vrai chantier sur lequel nous travaillons actuellement avec le centre de formation pour proposer un parcours de formation tout aussi qualitatif, mais plutôt à distance avec de nouvelles modalités. Par exemple, au lieu d'avoir toute une journée, on sera plutôt sur des moments des durées de 3 heures, par exemple, en matinée ou dans l'après-midi. Et donc, on aurait plusieurs jours. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on est sur ce chantier-là et on espère le concrétiser pour certainement 2025. Mais vous n'êtes pas oublié les Outre-mer, vraiment, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc oui, le sujet est un vrai chantier pour nous. Ensuite, je ne vois pas de template de dossier de candidature, mais uniquement des pièces complémentaires. Alors, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, il y a pas cette année, il y a plus de template, comme les années précédentes, Mm. puisqu'il va falloir remplir directement votre candidature sur le site Dauphin. Et toutes les pièces, les templates et les pièces complémentaires qui sont sur entrepreneuriatquartier2030.fr doivent être complétées et versées en pièces jointes sur la plateforme Dauphin. Ouais. Donc vous verrez, je vais vous mettre le lien. Je ne l'ai pas fait là tout à l'heure, mais je vais vous mettre le lien. Le dossier à compléter est-il identique à celui de 2023? Alors, je pense Alors, qu'on parle des ah, objectifs, je pense ouais, alors que ça a été, non, il y a quand même il y a quand même des différences. Typiquement sur les indicateurs aussi, on a simplifié les indicateurs par exemple. Donc oui, je vous invite à passer en revue le cahier des charges parce qu'il y a quand même des différences en effet. si nous sommes 2 structures différentes à vouloir postuler sur le même territoire, mais nous avons trouvé un accord commun de répartition géographique sur ce territoire, doit-on répondre chacun de notre côté avec l'accord trouvé entre nous ou doit-on répondre sur le territoire global, impactant le nombre d'estimations de porteurs de projets accueillis dans la candidature
Et BPI, la NCT définira la répartition géographique, point d'interrogation. Alors là-dessus, il y a, pour vous donner un exemple très concret, hein, il y a des consortiums qui se sont mis en place, par exemple en Île-de-France avec Cube, qui regroupe deux structures différentes. Donc Cube a été créé conjointement avec ces deux structures et il porte plusieurs cités labs. Donc voilà une des modalités qui existent. Est-il possible de co-présenter son dossier avec un partenaire? Donc, on vient de répondre à cette question. Ensuite, peut-on avoir plusieurs utilisateurs pour compléter le dossier sur Dauphin? Ah Je oui, crois que ça, oui, Jean-Baptiste, il me semble qu'on peut affecter comment on appelle ça, des des droits. contributeurs. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Normalement, c'est prévu. Ouais. D'accord. Pour un petit territoire rural comme les Hautes-Alpes, l'objectif d'accompagnement de 100 personnes habitants du seul QPV de Gap me semble ambitieux. Cet objectif pourra-t-il être revu à la baisse en fonction du territoire et où pouvons-nous inclure des quartiers de veille? Alors les objectifs ne bougeront pas, on peut pas, c'est des objectifs, comment dire, gravés dans le marbre, hein, ils font partie du cahier des charges. Donc là-dessus, c'est difficile d'avoir de la souplesse et d'avoir du cas par cas. Donc là, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une pertinence à avoir un dispositif CityLab sur un territoire où les QPV sont plutôt petits ou pas assez pour pouvoir déployer le dispositif. Mais là, encore une fois, tout dépend. Je vous donne un exemple, hein, on a un chef de projet CityLab déployé sur, donc c'est en région PACA, Digne-Manosque. On est sur du territoire semi-rural, très petit QPV. Il fait ses objectifs. Je veux dire, entre Digne et Manosque, il y a pas 5 km, hein, mais beaucoup plus. Et et il tient ses objectifs. Quand vous allez, par exemple, dans d'autres territoires, en Bretagne, par exemple, j'ai un chef de projet en tête, hein, où c'est un peu plus compliqué pour lui. Et on est pareil sur des territoires semi-ruraux, petits QPV, 2005, 2007, et c'est un peu plus difficile. Il faut que la dynamique se mette en place. Donc il y a un vrai, j'ai pas de réponse, comment dire, toute faite. Tout dépend du contexte local et de la géographie. Merci. On a une nouvelle question aussi sur les cofinancements, sur la sollicitation du contrat de ville. Donc ça, on y a répondu. Et une question à préciser, est-ce que malgré tout, on peut quand même chercher du financement État au niveau local hors contrat de ville, hors politique de la ville? Financement État. Alors, si on n'est pas sur le crédit politique de la ville, je ne vois pas sur quel autre crédit c'est possible, mais dans l'absolu, pourquoi pas, oui. Après, il ne faut pas qu'on soit sur du surfinancement, bien évidemment, toujours dans la limite du montant du projet. D'accord. Alors tout à l'heure, Rachid, tu parlais du salaire entre 1700 et 2300. Tu parlais en brut ou en net? Ah, j'étais en net. Ok, merci. J'étais en net. Ça, c'est source CityLab. Alors, par rapport à la question de tout à l'heure sur la différenciation entre CityLab et accélérateur, donc la question portait pour les candidats et non les candidatures, c'est-à-dire un entrepreneur qui a créé et pas accompagné peut aller dans le CityLab comme dans l'accélérateur création Ah, individuelle. mais alors, enfin, là, il y a peut-être une précision à avoir, c'est que le dispositif, dans le dispositif CityLab, on est vraiment à l'amorçage du projet. L'accélérateur, on est plutôt en bout de chaîne, j'ai envie de dire. Donc là, c'est un peu autre chose. Même s'il y a différents types d'accélérateurs, on est d'accord, hein, mais voilà, donc la différence, elle est là. Mhm. Peut-on mobiliser des cofinancements européens? Donc on a parlé du Oui, FSE, donc oui. Là, donc la fourchette de données sur la rémunération, donc elle est bien en net et sur 12 mois, hein, voilà. oui, Peut-on avoir une note explicative du dépôt de la candidature sur Dauphin? Donc évidemment, comme je le disais tout à l'heure, vous allez retrouver ce pas à pas, ce guide-là dans le cahier des c'est l'annexe charges, 4. voilà, Annexe dans 4, l'annexe oui. 4. Les SAS et les SIC sont-elles, telles que les coopératives d'activité et d'emploi, sont-elles toujours éligibles? Bien sûr,
Bien sûr. Alors, le FSE, sur quelle ligne solliciter le FSE dans Dauphin? Et ben, du coup, de mémoire, il y a une ligne Europe, hein, Jean-Baptiste, hein, ouais, ouais. Alors, est-il possible de consulter d'autres porteurs de projets qui ont bénéficié de ce dispositif afin d'avoir quelques exemples? Ah bah, écoutez, enfin, rien ne vous en empêche, hein, et pour cela, vous pouvez, vous allez sur le site officiel du dispositif Citelab, citelab.fr. Vous avez, une carte, d'implantation des Citelab sur le territoire, qui vous permettra d'avoir des coordonnées et évidemment rien ne vous empêche de les contacter et ensuite via la structure pour avoir de l'information évidemment. La fin de l'action est-elle en 2026? Donc là, on est sur des contrats Ouais, triennaux, hein. triennaux, ouais, donc c'est oui, c'est ça, c'est donc 2025, 2027, oui, oui, c'est ça. Fin Ouais, ouais, 2027. fin 2027, ouais. Pour l'estimation budgétaire sur Dauphin, devons-nous l'établir sur 3 ans ou 1 an avec un renouvellement de demande pour les 2 années suivantes? Donc là, c'est un budget sur 3 ans. En fait, 3 ans, sur ouais. Dauphin, vous allez, inscrire, le nombre d'années sur, lesquelles nous allons cofinancer. Donc vous allez inscrire 3 ans et ensuite vous avez un budget annuel à remplir à chaque fois. Mais bien inscrire sur 3 ans et la demande porte sur 3 ans. Je reviens juste peut-être, Kylian, si tu permets, Oui, bien sur les sûr. projets qui ne sont pas déjà des Citelab n'existant pas. C'est-à-dire c'est de nouvelles structures qui souhaitent déposer un nouveau dossier dès 2024, qui peuvent être financées dès 2024. Ça, c'est un élément il faut sans doute rappeler. Mm. Et que donc là, on s'engagera sur 3 ans, on sera sur 2024, 2025, 2026, par Oui, rapport à ce qu'on ouais, fait tout tout à à l'heure. fait. Mm. Le cofinancement doit-il être validé avant le dépôt de candidature? Alors, l'idéal, c'est d'avoir des Oui, lettres, d'engagement, ouais, ouais, ouais. des potentiels cofinanceurs locaux, à inclure dans la candidature. Mais, valider, voilà, vous pouvez déposer une candidature même s'il n'y a pas une validation, Mm. complète. Notre structure est perdante de ce fait avec la prise en charge de 60 des dépenses éligibles. Les discussions seraient possibles pour des structures comme la nôtre qui vont alors être perdantes financièrement. Alors sur ce point-là, je pense qu'il faut on gardera au cas par cas, donc il faut reprendre contact et prendre la tâche, vous déposez votre dossier et vous pouvez prendre la tâche effectivement du référent de RETS, qui est la liste et les coordonnées sont dans le dossier de candidature, donc vous pouvez les retrouver. Donc je vous invite à reprendre contact auprès de l'État local. Merci Jean-Baptiste. Ensuite, peut-on redemander de l'investissement alors qu'on est déjà conventionné depuis plusieurs années pour renouveler le matériel? Alors, là-dessus, on reviendra vers vous là-dessus. On reviendra vers vous là-dessus. Ensuite, alors j'arrive tout de suite. Est-il possible d'élargir le territoire d'intervention dans le cadre d'un renouvellement? Après, tant qu'on reste dans les clous des 5 000 et 25 000, oui. Et puis si ça les dépasse, eh bien, il faudra le justifier. Les 5000 habitants peuvent-ils être répartis sur 2 QPV? Donc le nombre d'habitants, en fait, Oui, s'apprécie sur la zone d'intervention qui peut inclure 1 ou plusieurs QPV, donc oui. ouais, 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 tout à fait. Est-ce que le dossier déposé sur Dauphin doit porter sur les 3 années de la CPO? Oui. Oui. Est-ce qu'il y aura une nouvelle vague de candidatures l'année prochaine en 2025? Très bonne question, à laquelle j'ai pour l'instant pas de réponse. Est-ce que vous Alors, avez prévu? Oui, pardon, peut-être vas-y. Jean-Baptiste? deux éléments. Moi, je dirais oui, sous réserve de deux choses. Un, qu'on n'ait pas déjà dépassé dès 2024, je ne pense pas, le nombre Les total 200? d'effectifs de Citelab qui est de 200, sachant Mm. qu'aujourd'hui, on est à peine 120.
Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on atteigne les 200. Donc, on a une grosse marge de manœuvre encore pour atteindre ces 200-là. Donc, je ne pense pas qu'on les atteigne dès 2024. Donc, très probablement qu'on ira encore effectivement sur 2025, voire ultérieurement. Donc, ça, c'est la première réserve. La deuxième réserve, c'est le budget. C'est-à-dire qu'effectivement, on a les crédits pour 2024. A priori, et sous réserve, à chaque fois, on a des budgets annuels et qu'il faut toujours avoir le vote en loi de finances. Et on rappelle cette règle-là qui est élémentaire, mais elle est importante. Merci. Merci Jean-Baptiste. Est-ce que vous avez prévu une formation Aller Vers dans le parcours d'accueil de chef de projet? Alors, cette notion alors évidemment, le parcours de formation inclut pas directement une formation d'aller vers, mais dans les différentes sessions, il y a moi, je participe à former les chefs de projet sur les 2 premiers modules et j'insiste évidemment beaucoup sur cette notion d'aller vers. Ensuite, moi, j'aimerais aussi qu'on voit ça aussi sur un autre angle, qui est celui du recrutement. C'est-à-dire que d'expérience, il est important d'avoir des profils qui n'aient pas froid aux yeux, qui aient cette envie d'aller au-devant des autres, qui sont capables d'aller dans le quartier, de parler avec les autres facilement, pour éviter ce que j'appelle le syndrome de la permanence. C'est-à-dire que oui, le chef de projet CityLab met en place des permanences dans le quartier, mais ce n'est pas une fin en soi. Je dis souvent que la permanence, c'est une conséquence du travail de terrain. S'il n'y a pas d'incarnation par le chef de projet CityLab et que celui-ci ne compte que sur les permanences pour faire venir les autres, nos cibles, j'ai envie de dire, ça ne fonctionnera vraiment pas. Mais en effet, durant la formation, on travaille sur ces sujets-là, sur comment aller au contact des autres, qu'est-ce qui peut être organisé comme événement, comme atelier, comment avoir de la prescription, comment faire en sorte que, comment éviter d'avoir trop de prescriptions hors QPV, et si c'est le cas, comment faire pencher la balance, etc., etc. Donc on est vraiment très concret. Une nouvelle question sur les cofinancements. Proviennent-ils du BOP 104, 147 ou 103? Alors, les financements État sont des BOP 147, crédit politique de la ville. Ensuite, l'appel à projet se situe dans une logique d'émergence et d'amorçage. Pourtant, il est demandé 20 à 30% de création effective d'entreprise par chef de projet. Est-ce bien cela? Alors oui, c'est une nouveauté parce qu'évidemment, c'est important qu'on puisse objectiver les résultats de l'accompagnement en termes de création entrepreneuriale. Même si en effet, on est sur de l'amorçage, mais en effet, si on a mis en place cet objectif-là de 20 à 30 créations, c'est pour permettre justement de mobiliser et de voir quels sont les effets très concrets du dispositif. Alors, on revient sur le critère d'existence juridique d'1 an. Est-il rédhibitoire? Je crois qu'on a répondu, il me semble que oui. Oui, Oui, tout à fait, oui. c'est un Oui. critère d'éligibilité. Ouais. Alors, est-il possible pour une même structure de porter 2 CityLab pour 2 EPCI différents et du même arrondissement? Si oui, un seul chef de projet est possible ou 2 recrutements? Bah, j'ai envie de dire, tout dépend du territoire. Mmh. Tout dépend La du zone territoire. d'intervention. Si on est dans Oui, la oui, tout à fourchette des fait. 5 25 000, quoi. Oui. Ah, voilà, c'est ça. Tout dépend du territoire d'intervention. Et puis, ouais, c'est ça, tout à fait. C'est à la bonne appréciation de la structure. Voilà, c'était ma dernière question. Y en a-t-il d'autres? Eh ben, écoutez, il y a plus d'autres questions, c'est ça, Kylian, hein? Ouais, très bien. Oui, dans le flux, j'en ai plus Ouais, d'autres. très bien. Bah, écoutez, il est 15h23, nous avons largement dépassé, mais c'était, il me semble, très utile. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence et pour toutes ces questions très pertinentes. Sur la question du replay, a priori, le replay s'est lancé,
mais j'ai pas eu de retour, donc je pense que c'est OK. Donc celui-ci vous sera envoyé. Je vous enverrai également la FAQ complétée avec l'ensemble des questions qui ont été posées et les précisions sur les informations. Et encore une fois, merci pour votre présence. Merci Jean-Baptiste pour ta présence et les précisions. Et puis à toi aussi, Kylian, pour l'aide apportée. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt et je vous enverrai également mes coordonnées à toutes fins utiles. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, au revoir.
Rebonjour, mais à tous les participants qui sont encore en ligne, vous êtes 6. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez vous déconnecter? Parce que ça m'empêche en fait d'arrêter l'enregistrement. Merci.